Donc la première intervention est de Adeline Cellier, qui est designer au Centre national de surveillance des pêches, et nous la recevons en direct d'Etel, dans le Morbihan. Bonjour Adeline. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien depuis la Bretagne? Très bien. Ok, super. Merci Colline pour la présentation. Effectivement, je suis designer de service pour le projet Monitor Fish. J'ai fait partie de la promotion EIG4, pour ceux qui connaissent le programme, avec mes collègues Vincent Chéry, qui était data scientist, et Lou Théron, développeur. On travaille tous les trois encore au Centre national de surveillance des pêches. Et donc, pour ce meet-up qui mettait à l'honneur le design et la data, moi, ce que je voulais partager avec vous, c'était vous parler de la manière dont les méthodes design et data sont complémentaires et vous donner quelques exemples de cette complémentarité telle que nous avons pu la vivre au sein du projet Monitor Fish. Donc, j'attends juste que les slides arrivent. Super, merci. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Donc, je vais commencer par vous présenter déjà ce qu'est Monitor Fish et ce qu'est le CNSP, donc le Centre national de surveillance des pêches. Quelle est sa mission? Le Centre national de surveillance des pêches a pour mission de coordonner les contrôles de police des pêches pour tous les navires qui sont dans les eaux françaises et pour tous les navires français dans le monde. Donc, ils doivent faire respecter les différentes strates de réglementation des pêches européennes, nationales et locales. Et pour orienter les contrôleurs qui sont sur le terrain, parce que les agents du CNSP sont derrière leurs ordi, dans un centre opérationnel, ils reçoivent des données de position des navires des pêches en temps réel, ainsi que les données déclaratives de ces pêcheurs qui disent avoir pêché, où est-ce qu'ils ont pêché leurs poissons, avec quel engin, etc. Donc, ils doivent analyser, traiter toutes ces données pour orienter les contrôleurs qui sont, eux, sur le terrain, donc en mer ou dans les ports, pour leur dire quels sont les navires les plus pertinents à contrôler. Or, pour mener à bien cette analyse et ce ciblage, ils n'ont pas les outils adéquats. Les outils dont ils disposent sont trop nombreux, peu interconnectés, peu ergonomiques et ne leur permettent pas de faire leur ciblage correctement. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Donc, c'est pour ça que le CNSP a fait appel au programme EIG et que nous sommes venus développer pour eux un logiciel qui s'appelle Monitor Fish, donc qui est une application pensée vraiment pour l'équipe opérationnelle du CNSP, qui est là pour représenter sur une carte en temps réel toutes les informations dont ils ont besoin pour un contrôle des pêches efficace. Slide suivante. Donc là, voilà, on peut voir une vision globale de l'application. Donc, il y a toutes les données de position des navires qui remontent là en Europe. Donc, il faut savoir, comme je disais, qu'il y a deux grandes sources de données que les agents peuvent consulter. Prochaine slide. Donc, d'abord, les données des navires dont je vous parlais. Donc, déjà, les données de position. Donc, quand on clique sur un navire, il y a sa piste qui s'affiche et sa fiche dans laquelle on a condensé toutes les informations qu'on avait sur le navire, donc ses données d'identité, les déclarations qu'il a fait sur sa pêche, son historique de contrôle. Et également, vous pouvez voir qu'il y a des petites jauges rouges et des petites étiquettes à côté des navires avec des couleurs et des numéros. Et donc ça, c'est la note de risque que nous avons attribuée à chaque navire pour aider les agents à aller plus rapidement vers les contrôles les plus pertinents. Donc pour l'expliquer rapidement, le facteur de risque, c'est agrège différentes composantes de données qu'on a sur le navire. Donc, il y a la première composante, c'est l'impact de son activité de pêche sur les ressources marines. Donc, un navire, par exemple, qui pêche au chalut du cabillaud, il n'aura pas forcément la même note de risque qu'un pêcheur qui pêche des casiers au tourteau, parce que l'impact sur la ressource n'est pas le même. Donc, ça, c'est la première composante. La deuxième composante, c'est son taux d'infraction. Donc, est-ce qu'il est très souvent en infraction ou est-ce qu'il est plutôt en règle? Et sa dernière composante, c'est est-ce qu'il est souvent contrôlé ou pas? Et donc, tout ça est mouliné pour donner une note qui permet aux agents de s'orienter plus facilement sur le plan d'eau. On peut passer après. Merci. Et donc, les premières sources de données, comme je disais, ce sont les données de navires. Et là, la deuxième grande source de données, ce sont les données réglementaires. Donc, nous avons récupéré en fait tous les tracés des zones réglementaires qui sont édictées par les différentes réglementations dont j'ai parlé tout
tout à l'heure. On les a rentrées dans Monitorfiche et on leur a attribué un petit résumé qui permet aux agents de très rapidement voir de quoi il en retourne sur cette zone-là. Est-ce qu'il y a des engins interdits, des espèces qu'il ne faut pas pêcher, est-ce qu'il y a une licence qui est nécessaire, etc. Donc voilà pour les deux grandes sources de données, disons. Alors les données réglementaires sont des données publiques, effectivement. Après, les autres données que nous utilisons sont des données fournies par l'administration, mais ne sont pas publiques. En revanche, il faut savoir que Monitorfiche a été développé de façon totalement open source, que ce soit le code ou le suivi la gestion du projet en tant que tel. Donc voilà, pour vous donner un bref aperçu de ce qu'est Monitorfiche aujourd'hui et de quel est son contexte d'usage et quelles données on utilise et comment. Et donc ensuite j'aimerais avancer plus en parlant des liens, comme je disais, entre design et data dans les phases de conception. Donc on peut passer la slide d'après. Et donc pour revenir un peu sur... on peut passer à la slide d'après, s'il vous plaît. Pour revenir un peu sur la manière dont s'est déroulé le projet, on peut dire qu'il s'est déroulé en deux phases. Donc il y a eu une première phase qui était vraiment poser les fondements, disons, de l'application, qui a été les enjeux, c'était avant tout de récupérer les données dont on avait besoin, les organiser de façon dynamique et intuitive sur une cartographie. Donc côté data science, Vincent a fait un travail de récupération et d'évaluation de la qualité des données. Il les a structurées dans des tables en vue de leur utilisation dans Monitorfiche. Donc cette première phase, c'était plus finalement du travail de data engineering que de la data science à proprement parler. Et de mon côté, j'ai cherché à comprendre le métier des agents du CNSP, identifier leurs besoins, leurs attentes via des interviews et des ateliers. Et puis, j'ai dessiné les écrans de façon à structurer l'information que Vincent avait récupérée de façon claire, lisible, intuitive pour l'utilisateur et répondant aux contraintes de leur métier. Donc, une fois ces briques de base posées, on a pu rentrer dans une deuxième phase un peu plus complexe de développement, où l'idée, c'était vraiment d'apporter des outils d'aide à la décision des agents. Donc, notamment le facteur de risque dont je vous parlais tout à l'heure, il en fait partie, mais c'est une des briques qu'on développait, il y en a d'autres. Et donc, c'est dans cette deuxième phase qu'on est encore aujourd'hui. Et Vincent, donc, de son côté, a vraiment pu rentrer, disons, dans le dur de son métier de data scientist, dans l'analyse des données à proprement parler, pour comprendre certains comportements, comparer certaines sources pour vraiment rentrer dans la conception de formules, etc. Et de mon côté, pour aller plus loin, j'ai pu aller, en fait, pour chaque nouvelle brique qu'on développe, je vais plus loin dans la compréhension à chaque fois des enjeux métiers. Je peux prendre le temps de questionner plus en profondeur les procédures, voir comment on pourrait faire autrement, mieux, et remettre en perspective aussi tout ce travail avec les autres acteurs du contrôle des pêches pour aussi élargir au-delà du CNSP la réflexion qu'on mène. Slide suivante. Donc voilà, avant de se lancer dans le développement à proprement parler, on a tous les deux une phase de diagnostic. Et c'est là, je trouve que les approches design et data se recoupent dans le sens où on a tous les deux une manière de faire des diagnostics. Donc de mon côté, ça va être des interviews et des ateliers que je vais synthétiser sous la forme de carnets qui viennent condenser tous les apprentissages que j'ai pu avoir de ma rencontre avec les utilisateurs. Donc au tout début, on a fait un premier gros carnet d'immersion qui récapitulait tout ce qu'on avait compris du fonctionnement du CNSP et de comment les gens travaillaient. Et après, j'ai fait des plus petits carnets plus resserrés sur des focus plus précis, comme je disais, une fois qu'il fallait rentrer dans des briques plus complexes. Et Vincent, de son côté, il synthétise l'analyse qu'il fait sur les données via des notebooks en ligne. Donc, on peut voir un exemple là, illustré de différentes infographies. Donc, il a commencé par faire des états des lieux des jeux de données disponibles. Donc, c'était leur quantité, leur qualité, etc. Puis, il est rentré dans des analyses plus poussées, lui aussi, pour le chantier du facteur de risque, notamment. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Et donc, on a tous les deux nos méthodes, nos outils, nos enjeux propres, nos
livrables aussi, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais ce que j'ai appris en travaillant avec Vincent, c'est que sur un projet comme Monitorfish, le regard croisé qu'on apporte est vraiment précieux. Et je pense qu'on a tous les deux pu s'appuyer sur la discipline de l'autre pour enrichir notre travail à nous. Et donc, c'est de cette complémentarité dont je voulais parler maintenant. Donc, on peut passer à la slide d'après. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la data science a pu m'apporter à moi en tant que designer? De façon globale, je pense que ça m'a permis de m'appuyer sur des éléments objectifs pour venir enrichir les retours des utilisateurs et les remettre en perspective. Slide d'après. Donc, plus spécifiquement, je vais rentrer dans dans différents points qui ont jalonné le projet sur lesquels je me suis appuyée. Donc, par exemple, dans la première phase dont je vous parlais, où il s'agissait vraiment de structurer les informations sur la cartographie, j'ai pu poser des questions un peu spécifiques à Vincent pour qu'il aille analyser les données du journal de pêche électronique. Donc, ce sont les fameuses déclarations de pêche dont je vous parlais, que les pêcheurs en fait remplissent et nous envoient pour dire j'ai pêché dans telle zone, telle espèce, à tel moment, avec tel engin, etc. Et donc, moi, j'avais besoin de comprendre un peu plus précisément quelles étaient les pratiques et de façon un peu, disons, quantifier pour pouvoir me dire ok, je sais que je dessine pour les cas principaux, la plupart du temps il fonctionne comme ça, donc voilà, je vais structurer l'info de cette manière et ça va répondre à la majorité des cas. Et donc ça, en tant que designer, j'aurais pas pu le faire, déjà parce que j'aurais pas pu aller interviewer tous les pêcheurs et parce que de toute façon j'avais pas les outils quantitatifs, disons, pour le faire. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple à la slide d'après, qui touche à quelque chose qui est, comment dire, un petit détail, mais je trouve qu'il est assez révélateur, puisque voilà, un autre apport du regard de Vincent, même s'il c'est assez ponctuel, mais ça a permis de montrer qu'on peut questionner aussi via la data, l'analyse de la data, des idées qui sont ancrées depuis longtemps, dont on a oublié la provenance. Donc là, j'ai mis une capture d'écran d'une piste de navire sur laquelle il y a 3 couleurs. Et en fait, quand on est arrivé, on nous a dit il y a 3 couleurs en fonction de la vitesse du bateau. Donc, quand c'est en vert, c'est qu'il est en transit. Quand c'est en jaune, c'est qu'il est en recherche de pêche. Et quand c'est en bleu, c'est qu'il est en pêche. Enfin, on suppose qu'il est en pêche parce qu'il a telle vitesse. Et moi, j'étais OK, mais en recherche de pêche, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et donc là, les utilisateurs n'étaient pas forcément capables de me dire précisément à quoi ça consistait, à quoi ça correspondait vraiment. Et donc, Vincent, lui, de son côté, il avait fait une analyse un peu plus poussée de quels sont les comportements des marées, de l'analyse à la fois des pistes des navires, de leur vitesse et puis des données qu'ils déclarent à X moment de leur marée. Et donc, il a pu en fait mettre en regard des 2 fourchettes, donc une de transit et une de pêche, en disant voilà, en dessous de telle vitesse, a priori, ils sont en pêche, au-dessus, dans la plupart des cas, évidemment, il y a des exceptions, etc. Et en fait, la recherche de pêche ne correspond pas vraiment à une véritable donnée. Donc, on a pu ajuster. Et aujourd'hui, on n'a que 2 couleurs sur les pistes, comme vous avez pu le voir dans les slides précédentes. Et voilà, pareil, ça c'est moi de mon côté. Avec juste des retours utilisateurs, j'aurais pas forcément pu aller dans ce détail-là. Troisième et dernier exemple de l'apport de la data science au design. On a sur un projet, disons sur un travail plus précis, une grosse brique en fait qui concernait le contrôle, la coordination du contrôle au débarquement et les préavis de débarquement que j'avais commencé à mener moi avec les équipes. En gros, pour le dire très rapidement, il y a certains navires qui pêchent des espèces qui sont considérées comme plus fragiles ou en tout cas plus à surveiller que d'autres par l'Europe. Et c'est quand on pêche ces espèces-là, on est tenu en tant que pêcheur d'envoyer un préavis de débarquement, donc un message disant voilà, j'ai pêché telle et telle espèce et je dois débarquer dans tel port à telle heure. Et on doit le dire 4 heures avant, dans le but, cette réglementation elle a pour but de permettre aux contrôleurs d'arriver à temps sur le terrain pour contrôler ces navires qui a priori ont pêché des espèces plus sensibles. Et en fait, derrière, donc, les contrôleurs doivent être prévenus avant, et la procédure qui avait été mise en place, c'est que le CNSP devait vérifier analyser en fait les préavis de débarquement qui tombaient et dire voilà, là-dessus j'ai observé tel et tel problème, et ensuite le diffuser aux unités sur le terrain et dire voilà, allez plutôt vers tel ou tel navire. Et en fait, au fil du temps, le nombre de préavis de débarquement à vérifier a drastiquement augmenté, et du coup les agents du CNSP n'ont pas pu à chaque fois faire une analyse poussée et avant la diffusion au terrain, et donc finalement il y avait une diffusion très large de ces préavis, mais sans véritable analyse qui apporterait une plus-value de ciblage possible, parce que du fait du trop grand nombre de ces préavis.
Et derrière, du coup, ça demandait beaucoup de travail au CNSP et on se demandait si finalement le but était atteint, à savoir si derrière les navires étaient bien contrôlés et si on tombait bien sur des navires qui étaient en infraction, etc. Et donc, on avait tous la sensation que non, a priori. Voilà, on s'en doutait un petit peu qu'il y avait un souci. Mais en fait, moi, j'ai pu demander à Vincent de me sortir les chiffres vraiment du ratio entre quelle diffusion des préavis et quel contrôle derrière cette diffusion et quelle infraction derrière détectée après cette diffusion. Donc, j'ai pas mis les véritables chiffres parce que voilà, l'idée, c'était pas de... Enfin, je suis pas sûre qu'il soit diffusable. Et en plus, l'idée, c'était plus de dire, objectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement un souci. Et on a pu aller voir les personnes qui concernées sur le terrain pour leur dire, voilà, on se rend compte qu'il y a une réglementation. Aujourd'hui, elle est plus adaptée à la réalité du terrain. Il faut bouger les choses. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi parce que, pareil, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de faire ressortir toutes les facettes de la situation et surtout de consolider un discours de designer qui est plus souvent qui s'appuie plus souvent en fait sur des données qualitatives, d'interviews, d'ateliers. Aujourd'hui, moi, j'ai pas un panel d'utilisateurs qui me permet de faire de la véritable quantité en termes de retour, parce qu'il n'y a qu'une trentaine d'utilisateurs concernés. Donc, cet apport de la data science sur mon projet, enfin sur ma vision, m'a vraiment permis aussi d'étayer mon discours et de faire avancer les choses auprès des parties prenantes du projet. On peut passer à la slide d'après. Je crois d'ailleurs que j'ai raconté ce que j'avais dessus. On peut passer encore. J'ai un peu anticipé. Et donc, pour finir, à l'inverse, de l'autre côté, qu'est-ce que le design a pu apporter aussi à Vincent dans son travail et voilà, quelles sont les complémentarités qu'on a pu trouver. Alors, évidemment, le design permet d'apporter un éclairage du terrain, comme je le disais, via les carnets d'immersion et toutes les interviews que je restitue aux différentes parties prenantes. Donc, ça permet de poser les fondements de la compréhension du métier et nourrir la vision du data scientist pour la conception des fonctionnalités qu'il doit développer. Donc ça, c'est, disons, un peu la base. Mais ensuite, si on rentre un peu dans d'autres détails, on peut passer à la slide d'après. On peut reparler, par exemple, du travail qui a été fait sur le facteur de risque. Et donc là, j'ai eu la bonne surprise en fait, de voir Vincent s'approprier des méthodes du design, à savoir les ateliers de co-conception, pour récolter les informations dont il avait besoin pour concevoir ce facteur de risque auprès des utilisateurs. Donc il a imaginé en fait des scénarios, des exercices en fait de comparaison de navires en prenant des données réelles, en disant voilà, tel navire, il a eu tel type d'infraction, tel type de contrôle, il pêche tel truc et tout. Et donc, sur ce panel-là, comment vous classeriez les navires en fonction du plus risqué, du plus à risque et du moins à risque. Chaque utilisateur avait son carnet avec ses exercices et a pu dire comment il comptait faire, comment il comptait cibler et par quel chemin son raisonnement était passé pour arriver à ce résultat. Et donc, ça a permis de définir avec eux comment moduler ce facteur de risque pour répondre aux réalités du terrain et à la manière dont les navires peuvent être ciblés. Et donc, moi, je l'ai aidé à déterminer un peu le format des exercices et puis à animer la séance. Mais c'est vrai que toute seule, de toute façon, en fait, les ateliers de conception, moi, j'en fais à chaque fois, mais sur un sujet aussi touffu que le facteur de risque qui nécessite quand même d'avoir déjà une vision de comment il va être calculé, quelles données prendre en compte, etc. C'était vraiment plus son travail. Donc c'était une super chose qu'il mène lui-même ses ateliers en ma compagnie et qu'il puisse s'approprier aussi ces méthodes-là. Et je pense qu'avant le travail avec le design qu'on a mené sur Monitorfish, je n'aurais peut-être pas forcément eu ce réflexe, en fait, parce que ce n'est pas forcément les outils qu'il utilise en tant que data scientist. Et enfin, après, donc pour finir aussi, pour rester sur cet exemple du facteur de risque, une fois qu'il a récolté les retours qui étaient nécessaires à son travail dans les ateliers, il a fallu définir la formule. Et ensuite, il y avait un vrai enjeu pour nous, ensemble, pour le projet Monitorfish, de restituer ces calculs de façon intelligible pour l'utilisateur et claire, et que vraiment le Monitorfish ne soit pas une boîte noire et ne soit pas un outil que les utilisateurs ne puissent pas s'approprier. L'idée, c'était pas qu'ils voient une étiquette la plus rouge qu'une autre et qu'ils cliquent et qu'ils disent « Ok, c'est ça qu'il faut contrôler » sans savoir pourquoi ce navire a une note élevée,
pourquoi il est intéressant à contrôler, etc. Donc il y a eu un vrai travail ensuite de mise en forme de la formule, donc de la note de risque globale et puis de la déclinaison en 3 sous-notes, et une mise en forme intelligible pour les utilisateurs. Et donc là, c'est pareil, on a vraiment travaillé en collaboration avec Vincent il y avait aussi tout un travail sur les termes pour pas qu'ils soient trop techniques, pour qu'on comprenne en fait la logique derrière, qu'on comprenne pour quel choix avait été fait. Et donc voilà, il y a vraiment une idée de vulgarisation en fait du travail du data scientist via le logiciel, donc qui pareil vient vraiment relier, je pense, nos deux pratiques. Et donc finalement, pour moi, l'expérience de travail avec un data scientist sur ce projet était vraiment très enrichissante, et je le vois comme une possibilité à tous les deux de mener plus loin chacun nos enjeux, nos travaux à nous, par cette complémentarité, se nourrir et aller vraiment dans le cœur du problème et le prendre sous tous les angles. Donc, j'ai terminé pour ma présentation. Et écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le projet. Adeline, merci pour cette immersion au sein du projet Monitorfish. On va peut-être rapidement prendre une question, si vous en avez. Et pour les personnes qui sont à distance, vous pouvez nous envoyer des questions à l'adresse mip@acteurpublic.com que nous recevrons ici, et nous les prendrons à la fin ou au fur et à mesure des projets, si vous voulez. Est-ce que vous auriez une question pour Adeline ? Bonjour Adeline, moi c'est Cécile de la DITP. Merci beaucoup pour la présentation. Ma question, c'était à quel point c'était facile d'embarquer les agents dans la démarche, et à quel point ils vous ont suivi, ils ont participé aux ateliers, ils ont compris et ça les a satisfaits, et ils ont vu l'utilité aussi. Oui, eh bien écoutez, alors attendez, j'ai de l'écho. Je me re-entends parler, c'est un peu perturbant. Je vais essayer de faire abstraction. Non, c'est bon. Ok. Oui, je pense que de notre côté, on a eu beaucoup de chance déjà parce qu'on est tombé sur des personnes qui étaient vraiment ouvertes au changement, qui avaient vraiment envie de faire évoluer les choses, qui n'avaient pas peur d'expérimenter de nouvelles choses. Donc, on a vraiment pu embarquer les équipes avec nous très facilement. Je pense que le travail en tant que EIG, donc je ne suis pas revenue sur le programme, mais on a été accueillis par la chef du CNSP qui a été à l'instigation du projet et qui avait prévenu les équipes. Et donc, on a eu la chance aussi d'être sur place, et donc on a pu organiser très facilement des ateliers avec les personnes qui nous ont suivis. Et c'est vrai que, disons que j'ai conscience aussi que c'est un projet sur lequel on est un peu privilégié de ce point de vue-là, du fait du nombre restreint d'utilisateurs, du fait qu'on soit sur place, du fait qu'ils étaient ouverts au changement. Et puis c'est vrai que je pense que ça a répondu vraiment notre démarche a répondu à un vrai besoin, un vrai manque de leur côté d'écoute de leur métier et de compréhension de leurs enjeux. Parce que je pense que les outils qui avaient été développés auparavant ils avaient l'impression qu'on ne comprenait pas forcément comment ils travaillaient, que leur retour n'était pas forcément pris en compte, que les gens ne se déplaçaient pas sur place pour venir voir comment ça se passait exactement sur le terrain et comprendre leurs contraintes. Et donc, c'est vrai que la démarche design a trouvé vraiment un très fort écho au sein du CNSP, puisqu'elle répondait à tous ces besoins-là, en fait, d'être écoutés tout simplement, être pris en compte. Et au-delà de ça, en plus, le fait de travailler en collaboration avec design, data et développement, on a pu mettre en place un système de boucle itérative de développement très rapide et donc de récupération de leur retour sur du prototype et ensuite sur la donnée, sur la version en production. Et donc, pareil, ce système de retour en fait et d'ajustement très rapide, c'était quelque chose auquel ils n'étaient pas habitués et qu'ils trouvent hyper luxe, quoi. Mais c'est vrai que disons que le projet s'y prêtait bien, et je pense que quand on est sur un logiciel métier comme ça, c'est peut-être plus facile aussi de mettre en place ce genre de choses que quand on s'adresse à un service public qui intègre tous les citoyens, par exemple. Adeline, merci encore pour la présentation. On reprendra des questions à la fin si vous souhaitez revenir sur le projet Monitorfish ou sur des questions plus transverses.